Vous aurez une session sur le machine learning at the edge, en bon français, avec une démo de Deep Lens, si les dieux sont avec nous. Rudy? Bon, on y croit, ça va marcher. Je reviendrai aussi cet après-midi pour un deep dive sur SageMaker, qui est un de nos nouveaux services pour le machine learning. Donc si vous êtes data scientist, machine learner, ne la ratez pas, ça sera vraiment la session machine learning technique pour l'après-midi. Et puis on a une autre session également sur les services de haut niveau, comment enrichir vos données, etc., etc. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres sessions et plein de sujets à creuser aujourd'hui. OK? Allez, on est parti. Alors vous le savez peut-être, Amazon fait du machine learning à l'échelle depuis des décennies. Amazon a été créé en 1995 et au fil des années, dans à peu près tous les compartiments du groupe Amazon, le machine learning s'est imposé comme une solution nous permettant d'être plus efficace, plus scalable, plus rapide et d'automatiser le fonctionnement global de la plateforme. Évidemment, si vous allez sur Amazon.fr, vous voyez du contenu recommandé, vous voyez du contenu personnalisé. Et comme je dis souvent, si on prend 2 ou 3 personnes au hasard dans la salle et qu'elles vont au même moment sur la même page Amazon.fr, elles verront du contenu différent. Pas seulement des produits différents, pas seulement des recommandations différentes, mais franchement même la page sera différente. L'intégration du machine learning sur le site est vraiment extrêmement poussée. Vous avez sans doute vu aussi nos fameux robots, Amazon Robotics, qui opèrent 24/7 dans les entrepôts logistiques d'Amazon, qui vont de manière autonome porter, transporter les étagères, en bon français, les étagères qui contiennent les produits et qui vont les amener aux équipes qui préparent les commandes. Et donc évidemment, aujourd'hui, on a plus de 50 000, bien plus de 50 000 robots qui fonctionnent de manière autonome. Vous avez peut-être vu aussi la livraison par drone. Tout le monde pensait que c'était une plaisanterie lorsqu'on l'a annoncé. C'est toujours en test dans différents endroits. Mais on est en train de tester la livraison par drone avec des drones non pas télécommandés, mais vraiment autonomes qui viennent déposer des colis devant chez vous, dans votre jardin, etc. Amazon Alexa, les Echo Devices, qui sont enfin disponibles en France, voilà, et qui sont en promotion en ce moment, alors ne tardez pas. Je crois qu'ils sont toujours à moins 50%. Voilà, donc bon, vous connaissez le principe maintenant, des assistants personnels avec lesquels vous interagissez en langage naturel, qui vous répondent en langage naturel. Tout ça s'appuyant évidemment sur des services de machine learning et de deep learning hébergés dans le cloud AWS. Et puis, enfin, Amazon Go, qui est on peut appeler ça une épicerie, un petit magasin de centre-ville, qui existe à Seattle aujourd'hui, qui est ouvert au public, que j'ai eu le plaisir de bêta-tester à l'époque. Et un magasin dans lequel vous rentrez, vous utilisez un QR code pour vous identifier, vous prenez du chocolat, du jus d'orange, enfin ce que vous voulez acheter, un sandwich, etc. Vous mettez dans votre sac, vous ressortez, vous ne passez pas à la caisse, et puis quelques minutes plus tard, vous recevez votre facture sur votre téléphone. Et en ce qui me concerne, elle était correcte, malgré toutes mes tentatives de fraude. Ah oui, il faut tester. Et donc, cette technologie Amazon Go fonctionne parce qu'au plafond du magasin, il y a tout un ensemble de petites caméras qui font de l'analyse vidéo en temps réel, qui regardent quels sont les produits que vous prenez, quels sont les produits que vous reposez, etc., et qui en déduit ce que vous avez choisi. Voilà. Donc tout ça, toutes ces technologies-là, elles sont présentes au sein d'Amazon depuis littéralement la création d'Amazon. Mais bien sûr, je vais y arriver, voilà. En ce qui concerne AWS, notre mission, c'est de permettre à tout le monde, donc tous les gens qui sont dans la salle ici, tous les développeurs, tous les data scientists, quel que soit leur niveau de compétence, quelle que soit la taille de leur organisation, de pouvoir construire les mêmes services. Donc en fonction de la quantité de données que vous avez, en fonction du niveau d'expertise que vous avez, de construire des services de machine learning qui vont vous permettre de construire vos propres produits, vos propres services intelligents, sans pour autant être toujours un expert mondial du machine learning. Et si on regarde le nombre de références clients aujourd'hui, on peut affirmer que c'est sur AWS que sont construites et sont opérées le plus grand nombre de produits et de services
machine learning. Alors, quelques exemples au passage. Netflix, que tout le monde connaît, un service disponible en France. Voilà. Netflix fonctionne intégralement sur AWS. Et quand vous avez des recommandations de films sur Netflix, on parle bien de ça et ça tourne chez nous avec nos services. On voit là-dedans à peu près tout, hein, des banques, du voyage, des startups, des structures dont on imagine qu'elles sont des expertes en machine learning, et puis d'autres dont on peut légitimement penser qu'elles ne le sont pas, parce que ce sont peut-être des petites sociétés ou des sociétés dont la data et le machine learning n'est pas le cœur d'activité, et pour autant, elles arrivent à bâtir des solutions. Alors, ça ne tenait pas sur un slide, donc j'en ai mis deux, parce que je ne voulais pas laisser de clients comme ça, à l'extérieur de ma présentation. Et très sincèrement, je vais bientôt avoir besoin d'en mettre un troisième, parce qu'on a des dizaines de milliers de clients aujourd'hui qui opèrent du machine learning sur AWS. Et on a la chance d'en avoir un avec nous aujourd'hui, Olivier Marc, donc, qui est cofondateur et CEO d'Advalo, et qui va nous expliquer l'utilisation qu'Advalo fait du machine learning. Olivier, à toi. Merci Julien. Bon, j'ai pas encore mon logo sur les slides, hein, donc je compte sur toi pour le suivant. Ça va venir. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, Olivier Marc, je suis le fondateur d'Advalo. En quelques mots sur moi, j'ai longtemps travaillé chez Google et ensuite j'ai eu l'opportunité de créer une première structure dans laquelle j'ai beaucoup travaillé avec les distributeurs du nord de la France notamment. Pourquoi ce sujet? On va parler marketing, on va parler marketing de demain, le marketing qui va faire passer d'un marketing de masse à un marketing qui va être beaucoup plus proche de l'individu. Tout ça en s'appuyant évidemment sur tout ce que va être le socle s'appuyant sur l'IA. Pardon, c'est ici. Hop, donc, aujourd'hui, le point de départ, en tout cas, de ma réflexion sur la création de ma nouvelle structure, ça a été le fait de constater le nombre de publicités qu'on pouvait recevoir dans vos boîtes aux lettres, dans les emails, partout, finalement, avec de l'autre côté une inefficacité juste énorme. Aujourd'hui, il faut savoir que quand une enseigne fait une opération marketing, il y a moins de 1% de gens qui répondent. C'est-à-dire qu'il y a 99% des gens qui n'ont rien à faire, finalement, de l'opération qui a pu être menée. Okay. On est aujourd'hui donc dans une logique polluante, intrusive, peu efficace, pas optimisée en termes de coûts. Bon, ça encore, on pourrait se dire, si à partir du moment où ils savent bien traiter le pourcent qui est intéressé, on pourrait se dire, bon, voilà, ils n'ont pas d'autres solutions, d'autres alternatives pour le faire. Mais de l'autre côté, c'est qu'aujourd'hui, les enseignes ne savent pas non plus traiter, entre guillemets, les intentionnistes. Aujourd'hui, il y a 1% des leads qui vont jusqu'au bout de la conversion. Ça veut dire qu'il y a une inefficacité structurelle des enseignes, à savoir accompagner un consommateur tout au long de son expérience client et de son parcours client d'une façon plus large. Alors, le marketing de demain, c'est un marketing qui va savoir justement intervenir uniquement quand c'est le bon moment. OK ? Sachant qu'aujourd'hui, le bon moment, ce n'est pas quand la personne est dans le magasin, c'est quand elle est dans le digital en train de se décider si elle va aller dans le magasin ou pas. 70% aujourd'hui des achats sont décidés avant même d'aller en magasin. Et pourtant, c'est l'enjeu des enseignes, d'amener les gens dans la présence physique. Donc il faut être capable aujourd'hui, en tant que marketeur, d'influencer le moment où c'est le plus opportun, le consommateur, pour qu'il fasse sa décision de venir chez vous. Et aujourd'hui, vous avez deux alternatives, en tout cas les enseignes ont deux alternatives pour ça. C'est soit de mettre un commercial derrière chaque consommateur, derrière chaque visiteur de son site internet pour dire tiens, lui, on pense qu'il faudrait faire ci ou ça, etc. Enfin, d'inscrire l'humain dans cette relation digitale, ou évidemment que la solution qui est la plus légitime et la plus efficace, c'est d'inscrire l'usage de l'intelligence artificielle dans cette solution pour répondre à ces nouveaux enjeux qui sont ceux des enseignes. Et les enjeux sont d'abord d'apporter une réponse aux enjeux business de ces enseignes, tout en arrivant à concilier un enjeu humain, relationnel avec un consommateur, et on va progressivement basculer vers un marketing de masse, un marketing qui va être beaucoup plus écologique d'une certaine façon, dans sa façon de considérer l'individu qui est en face de soi. Et c'est ce que nous, chez Advalo, on fait. Donc on est aujourd'hui éditeur d'une solution logicielle, une plateforme SaaS, qu'on commercialise auprès d'un certain nombre d'enseignes de la distribution. On a 4 ans, on est aujourd'hui à peu près 40 personnes. On a fait une levée de fonds en fin 2017 de 5 millions d'euros, justement pour venir soutenir la croissance qu'on connaît actuellement. Depuis le départ, on est
on a fait le choix d'Amazon. Clairement, ça a été pour nous tout de suite quelque chose qui était un no-brainer, dans le sens où on avait besoin de variabiliser nos coûts et de les lisser finalement par rapport à notre propre développement commercial. Donc cette logique de cloud, finalement, nous convenait en tant que startup très bien, parce que ça allait de pair finalement avec une maîtrise structurelle de nos coûts d'investissement. À côté de ça, aujourd'hui, donc on a déployé tout un nombre de services, et de fait, aujourd'hui, on est d'abord et avant tout sur Amazon, parce qu'on bénéficie d'un environnement technologique qui nous permet de nous concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire prédire ce que va être le futur besoin d'un consommateur. En termes de chiffres, voilà, on a, grosso modo, on traite 5 milliards de données par jour. On a 150 modèles prédictifs qui tournent en parallèle. Et ça, c'est quelque chose qui vise à être dans une logique exponentielle en termes de mise en œuvre de modèles. Je ne vais pas m'attarder sur le socle technologique, si ce n'est pour dire que c'est quand même 80% du boulot. C'est-à-dire que le machine learning, d'une certaine façon, ne peut fonctionner que s'il y a la couche technologique qui est prête justement à amener de l'information et à savoir ensuite l'exploiter une fois que les modèles auront su répondre à une question qui sera celle qui sera posée par le marketeur, ou en tout cas celui qui fera l'évaluation du problème. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai pris 2 use cases. J'en ai pris un dans l'automobile. Typiquement, aujourd'hui, on travaille avec des acteurs de l'automobile comme Seat, un constructeur. Sur le site de Seat, qu'est-ce qui se passe? Il y a aujourd'hui, vous, j'imagine que vous êtes dû être dans ces cas-là pour la plupart, venir voir des sites de voitures à l'occasion. Donc on a une très grande partie de touristes sur des sites de constructeurs versus des gens qui sont vraiment en intention. Donc le sujet, c'est de dire, si on veut éviter de retargeter, enfin de continuer à marteler une communication à des gens qui n'ont pas d'intérêt, si ce n'est que le fait de venir de jouer avec le configurateur, on a justement aujourd'hui les moyens, en exploitant de l'information en temps réel, de venir identifier qui sont les vrais intentionnistes. Et partant de là, on va savoir ensuite engager donc, ces intentionnistes dans des stratégies commerciales et marketing dédiées. Ça va permettre, d'économiser des coûts médias, puisque du coup, on ne va plus parler à 99% des gens. Et de l'autre côté, on va pouvoir concentrer justement le focus sur ceux qui ont, a priori, le plus de valeur pour une enseigne comme Seat. Et évidemment, c'est du bon sens, mais quand on arrive à le faire, quand on arrive à identifier qui sont les bons et qu'on arrive à concentrer les efforts commerciaux dessus, de fait, on a une efficacité marketing qui va s'en ressentir. Alors là, ce n'est que quelques KPI, parce que je n'ai pas forcément le droit de montrer tous les chiffres qui sont ceux du use case. Néanmoins, voilà, ce que je peux vous citer, c'est qu'on voit un incrément de valeur à peine quelques semaines après avoir mis en place, qui est extrêmement significatif. Un gros constructeur, beaucoup de moyens, beaucoup d'enjeux marketing. Ce que je voulais aussi présenter, c'était peut-être quelque chose qui n'est pas forcément, avec lequel vous n'êtes pas forcément comme enseigne. C'est une enseigne bretonne, on est breton. Voilà, ça a une 10, 15, 20 magasins. Et un de leurs enjeux, c'est justement pour revenir à cette transformation digitale où il y a besoin d'aller parler aux consommateurs là où ils se trouvent aujourd'hui, c'est-à-dire dans le digital. Il faut arriver à individualiser la prise de parole pour inciter les gens à venir dans votre magasin. Et l'individualisation, c'est d'une certaine façon à retrouver, aider à retrouver en fait un rôle de commerçant, comme le ferait un commerçant dans un magasin physique qui connaît ses clients. L'idée, c'est d'arriver à retrouver des techniques qui permettent de reproduire cet accompagnement tel que le ferait un personal shopper, mais cette fois-ci dans le digital. Alors les problématiques qui sont celles d'un petit commerçant comme ça, c'est le volume de données, parce qu'on n'a pas forcément une masse de données critique pour arriver à être pertinent dans les recommandations qui seraient issues typiquement d'historique d'achat. Et puis, il y a, notamment dans le textile, des changements de collection qui font qu'à partir du moment où on amène une collection, on n'a aucun point de repère pour savoir ce qui va bien, qu'est-ce qu'on pourrait recommander. Et donc là, on a un autre usage que le machine learning, c'est le deep learning. Le deep learning qui va nous servir pour qualifier, à partir d'images produits, justement, quelles sont des caractéristiques communes entre des produits qui sont de l'ancienne, de la nouvelle collection. Donc comment le deep learning vient au service de la qualification d'informations pour ensuite être dans une logique de dire est-ce que je sais identifier par exemple des styles vestimentaires d'un consommateur à un autre. Okay. Donc c'est des informations qui vont être embarquées dans la plateforme, qui vont être embarquées de façon systématique et qui vont ensuite venir au service d'une personnalisation qui va être, là typiquement c'est un email qui est personnalisé, mais tout point de contact, finalement, peut s'inscrire dans une logique d'individualisation, là, avec de la recommandation produit qui fait sens, puisque c'est celle
tel que le ferait un commerçant qui connaît son consommateur. En termes de chiffres, aujourd'hui, pour cette enseigne-là, avec qui on a commencé il y a quelques mois, aujourd'hui, seuls 5% des communications sont individualisées. Et pourtant, ça représente déjà 60% de ce qu'on appelle de l'engagement client. Donc on voit bien qu'à partir du moment où on arrive au vu du consommateur, à lui trouver une pertinence dans le contenu, évidemment, qui va être beaucoup plus engagé en termes de KPI, et ce qui, de fait, va générer une fidélité beaucoup plus importante. Alors, la différence entre les deux use cases, c'est qu'un SEAT, on est tout de suite dans l'action marketing qui va être la conséquence du machine learning, c'est-à-dire tout de suite, on va personnaliser le site en temps réel. On va ensuite, dans les communications qu'on va envoyer, ne sélectionner que les gens qui sont a priori en pertinence. Pour BSEC, on est sur une logique un petit peu plus invisible, on est plutôt sur la partie cachée de l'iceberg, dans le sens où ce sont des modèles qui vont tourner en tâche de fond, qui visent justement à essayer de créer de l'information qui va venir, elle, au service d'un usage marketing qui sera celui-là, comme pourrait l'être justement une capacité à prédire quels seront les produits qui vont être vendus dans la semaine pour que justement derrière la logistique puisse se servir de tout ça. Donc différentes façons d'embarquer en fait les modèles au service toujours des enjeux qui sont ceux de l'enseigne pour porter son développement. J'en ai fini, c'était assez succinct. Juste en 2 mots pour quelles sont nos prochaines étapes en termes de structure. Donc aujourd'hui, voilà, on vise à doubler l'effectif dans les semaines qui viennent. On ouvre aussi un bureau aux États-Unis au début de l'année 2019. On recrute. Donc si effectivement, que ce soit à Paris ou à Rennes, s'il y a des Bretons ou en tout cas des gens qui souhaitent venir s'inscrire dans un cadre de vie formidable, n'hésitez pas, je serai disponible tout à l'heure pour en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, machine learning en Bretagne, bord de mer, tout ça. Voilà. Hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Allez, on va parler un peu de service. Je vais regarder combien de temps il me reste. Ouais, on va y arriver. On va essayer de ne pas déborder, mais je vais quand même garder un peu de temps à la fin pour faire des démos. Alors, on va commencer par parler des services de haut niveau, sur lesquels mon collègue Marc reviendra aussi tout à l'heure. Donc ces services de haut niveau sont des services qui sont tous basés sur du machine learning et du deep learning, mais qui sont juste à portée d'API finalement. Un appel d'API, la plupart du temps en temps réel, et vous obtenez un résultat. Et vous n'avez pas à savoir la moindre chose sur le machine learning ou le deep learning. Donc vraiment des services faits pour absolument tout le monde. Le premier dont je veux parler, c'est Rekognition. Rekognition, c'est un service d'analyse d'image qui va faire un certain nombre de choses. Non, il faut que je change mes piles. Voilà. La première chose qu'il va faire, c'est de la détection d'objets, de la détection de scènes. Donc, vous passez une image à Rekognition ou vous prenez une image qui est dans S3, vous appelez une API et en temps réel, vous récupérez une réponse qui va être un document de JSON avec une liste de labels, une liste et un score de confiance à chaque fois. Bon, ici, voilà un petit exemple, mais en pratique, on récupère beaucoup plus de labels que ça. Donc, analyse de contenu visuel en temps réel. On peut aussi faire de l'analyse de visage, donc de la détection de visage. On va trouver les visages qui sont présents dans l'image. Alors ici, évidemment, il n'y en a qu'un, mais bon, on peut en avoir plusieurs. Et pour chacun de ces visages, on va trouver la position, donc ce qu'on appelle la bounding box, les coordonnées de ce visage. Et on va retourner un ensemble d'attributs, donc le sexe, la tranche d'âge, une détection d'émotion, et puis des choses supplémentaires, comme est-ce que cette personne a une barbe, une moustache, des lunettes de soleil, etc. etc. Okay, tout ça en temps réel. Alors, on peut l'appliquer sur des images avec beaucoup de monde. Ça, c'est un workshop que j'ai fait en Grèce il y a une semaine. Voilà, donc une mauvaise photo, un mauvais selfie comme d'habitude, mais ça, c'est ma spécialité. Et pour autant, on arrive à détecter tous les visages, on arrive à bien détecter la position des yeux, du nez, la bouche, etc. Évidemment, la bounding box autour de la tête. Et puis, pour chacun des visages, chacune des personnes qui sont présentes dans l'image, on a, une fois de plus, le sexe, la tranche d'âge, etc. etc. Okay, tout ça en temps réel, et on peut détecter jusqu'à 100 visages, qui est une limite arbitraire qu'on a fixée pour avoir des temps de réponse rapides. Et donc tout ça, évidemment, tout ça est basé sur du deep learning, mais tout ce que vous avez à faire, une fois de plus, c'est appeler une API. On peut faire de la comparaison de visages ou de la recherche de visages dans des collections. Donc ici, on prend deux images.
Et on va chercher dans l'image de droite à retrouver la petite fille qui est dans l'image de gauche. Okay, donc on va détecter tous les visages dans les deux images et puis on va les comparer deux à deux. Okay, et donc ici on voit bien que elle est bien là, voilà, c'est elle là à droite ici et qu'on l'a bien retrouvée. Bien sûr les deux autres sont des petites filles différentes. Okay, donc on peut le faire comme ça sur une paire d'images, on peut aussi le faire sur des collections. On pourrait avoir une collection de visages des employés de votre société, et puis on peut imaginer que le matin, au lieu de badger avec un badge sans contact, vous vous présentez face à un portique qui vous reconnaît, qui vous dit ouais, bonjour Julien, oublie pas, t'es en retard pour ta réunion de 10 heures. Ou il y a du courrier à l'accueil, ou t'es pas allé chercher tes tickets restaurant depuis 3 mois, enfin ce genre de choses qui m'arrive puisque je voyage beaucoup. Voilà. Donc on peut imaginer plein d'applications. On peut aussi faire de la modération de contenu. Donc la modération de contenu, c'est simplement détecter du contenu qui peut être suggestif, explicite ou franchement pire. Et non, je ne ferai pas de démo. Vous les ferez tout seul. Mais l'idée ici, c'est de vous dire, voilà ce qu'il y a dans l'image. Maintenant, ensuite, à vous de décider si ce contenu est approprié ou pas pour votre site. Si c'est un site de mode, bon ben voilà, cette image-là, elle est sûrement tout à fait acceptable. Si c'est un site pour enfants, bon, ça peut se discuter. Et puis, dans certaines cultures, dans certains contextes, cette image-là, elle est sans doute totalement inappropriée. Donc, le but du service, c'est juste de vous dire ce qu'il y a dedans, et ensuite, à vous de décider si ça convient à votre contexte ou pas. On peut aussi faire de la détection de célébrités. Et donc là, on a construit une collection avec des acteurs, des chanteurs, des artistes, des hommes politiques, des hommes d'affaires, etc. Et bien sûr, on va détecter le visage, mais on va détecter de qui il s'agit. Et dans la réponse, vous allez aussi avoir une URL, alors qui peut être une URL Wikipédia, qui peut être une URL IMDb pour les acteurs, qui va vous permettre d'avoir plus d'informations sur la célébrité qui a été détectée. Et puis enfin, pour Rekognition, on va faire de la détection de texte dans les images. Alors, c'est pas un service d'OCR, hein, c'est vraiment de l'extraction de texte dans des photos ou dans des documents plutôt structurés. Je connais des clients qui s'en servent sur des cartes d'identité, des passeports, des choses comme ça, avec d'assez bons résultats. Moi, je l'ai testé sur l'écriture manuscrite. Bon, c'est pas fait pour. Alors, ça marche ou ça marche pas, hein, il faut tester. Le cas d'usage principal, c'est vraiment ça, c'est extraire du texte, des logos, des choses comme ça. Okay. Alors, on a un autre service qui s'appelle Rekognition Video et qui étend les fonctionnalités de Rekognition à la vidéo, comme le nom l'indique. Donc, on va pouvoir faire à peu près la même chose. Donc de la détection de scène, de la détection de visage, etc. Et comme on a la dimension temporelle, on va pouvoir faire deux choses supplémentaires. La première, c'est ce qu'on appelle la détection d'activité. Donc si je fais ça, ok. Bon, j'ai l'air idiot, ça je sais, mais si je vous demande est-ce que je suis en train de courir ou est-ce que je suis en train de tomber, et que je vous donne juste une image, c'est difficile de décider. J'ai l'air idiot, ça c'est sûr, mais pour l'activité, c'est pas clair. Par contre, évidemment, si vous avez la dimension temps, vous avez plusieurs images, et là, vous pouvez trouver ce que je suis en train de faire, et quelle activité je suis en train de mener. Et puis on peut faire, évidemment, on peut suivre une personne dans une vidéo, hein, puisque, une fois de plus, on a plusieurs images. Okay, on essaiera de faire une petite démo de Rekognition Video à la fin. Si vous avez regardé le mariage royal il y a quelques semaines, sur Sky News spécifiquement, Sky News a utilisé Rekognition Video pour identifier toutes les célébrités qui rentraient dans l'église. Okay, donc, c'est évidemment du temps réel. Et c'est une fonctionnalité rigolote parce que, évidemment, en Grande-Bretagne, tout le monde va reconnaître David Beckham ou Elton John. Même un journaliste stagiaire qui vient d'arriver et qui doit commenter, bon, il va reconnaître, j'espère, quand même David Beckham. Voilà. Par contre, c'est impossible de connaître tout le monde. Hein. C'est impossible de connaître tout le monde. Donc, des familles royales moins connues ou des célébrités peut-être moins connues ou des sportifs moins connus. Bon, voilà. Même le plus grand des journalistes mondains ne les reconnaîtra pas forcément tous. Et donc, avec Rekognition, en temps réel, vous pouvez détecter qui sont ces gens, afficher du contexte, de l'information, etc. Voilà. Donc, un cas d'usage rigolo de Rekognition.
Le service suivant dont je voudrais parler, c'est un service qui s'appelle Poly, qui est un service de text-to-speech, donc qui va permettre en temps réel de générer du contenu parlé à partir d'une chaîne de caractères. Alors on va essayer de faire une petite démo. Normalement on a du son. En avant. Salut, je m'appelle Léa. Je suis la nouvelle voix française de Poly. Voilà, donc c'est Léa, c'est la nouvelle voix française de Poly. Elle est sortie il y a moins de 2 semaines. Voilà, et si vous avez un device Echo à la maison, c'est possible que ça vous dise quelque chose. Hein, Léa, Alexa, bon, voilà. On jouait avec les lettres. À mon avis, on n'est pas loin de la réalité. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous prenez une chaîne de caractères, vous sélectionnez une voix. Aujourd'hui, il y a 25 langues et 53 voix, si je ne m'abuse. Et en temps réel, vous récupérez un fichier son que vous pouvez jouer, comme ici, ou archiver, et puis rejouer quand vous en avez besoin dans votre application. Salut, je m'appelle Léa. Je suis la nouvelle voix française de Poly. Voilà, merci. Alors, ça, c'est le premier usage. On peut aussi passer à Poly ce qu'on appelle du SSML, donc il y a un langage de markup qui va permettre de spécialiser la prononciation, donc de changer l'intonation, la vitesse, etc. Alors, on va essayer ce petit exemple. The price of this book is 45 euros. Ok, donc tout simple. Ici, on modifie donc ce qu'on appelle la prosodie, donc on ralentit pour créer un effet d'emphase, un effet d'insistance sur ce mot, histoire de rendre la voix plus naturelle. Et récemment, on a rajouté un feature que personnellement j'adore, qui est un feature de respiration. Donc, alors, concentrez-vous. On a une bonne qualité sonore, on devrait bien l'entendre. Salut, je m'appelle Léa. Poly est un service qui transforme le texte en paroles réalistes, vous permettant de créer des applications qui parlent et de bâtir une toute nouvelle gamme de produits dotés de paroles. Okay, vous avez entendu les pauses pour la respiration. Alors, bon, ça s'entend mieux avec un casque ou quand on est face à la machine, mais tout ce qu'il suffit de faire, en fait, c'est d'ajouter ce tag SSML au début du texte, voilà, auto breath, et donc automatiquement, Poly va rajouter cette respiration pour rendre, toujours une fois de plus, la voix plus réaliste. Alors vous pouvez aller plus loin, vous pouvez contrôler finement ce rendu, on peut créer des effets d'essoufflement, des effets de peur, enfin, on peut jouer sur la rapidité de la respiration, la durée de la respiration, enfin, c'est très saisissant, vraiment, je trouve que c'est un feature qui est vraiment réussi. Salut. Service suivant, Amazon Translate. Alors j'espère que je n'ai pas besoin de vous préciser à quoi il sert. Il a été en preview pendant un moment, il est maintenant disponible. Donc c'est un service de traduction en temps réel, donc un appel d'API, une traduction. Il va reconnaître automatiquement le langage source. Et on supporte ces langages aujourd'hui. On supporte donc les traductions de l'anglais vers donc l'espagnol, le portugais, l'allemand, le français bien sûr, l'arabe et le chinois simplifié, et de ces 6 langages vers l'anglais. Okay, donc on a 12 paires de langages, et on est en train de rajouter donc, japonais, russe, italien, chinois traditionnel, turc et tchèque. Okay, donc, très, très bientôt, on pourra aussi rajouter ces traductions de l'anglais vers ces langages-là. Okay, alors bien sûr, si vous avez besoin de traduire de l'espagnol vers le portugais, bon, vous pouvez repasser par l'anglais, ça marche. Là, il n'y a pas de différence de latence. Et bon, pour les tests que j'ai faits, la qualité était pas mal. Hein. Bon, voilà, donc plus de langues à venir sur ces services. Le service suivant, c'est un service qui s'appelle Transcribe, qui est l'inverse finalement de Poly, donc Poly Text to Speech, et Transcribe Speech to Text. Okay, donc vous prenez un fichier son. Alors ce service-là n'est pas temps réel, il est en batch, il est assez rapide malgré tout. Vous prenez un fichier son, vous appelez une API et vous allez récupérer donc, la transcription texte de cette discussion ou de ce monologue, hein, s'il n'y a qu'une personne qui parle. Donc vous allez avoir le texte lui-même, vous allez avoir la ponctuation, vous allez avoir les timestamps. Donc si vous voulez faire par exemple des sous-titres, hein, si vous avez besoin de resynchroniser ce contenu avec une vidéo, avec autre chose, des slides, peu importe, vous pouvez le faire. Vous avez la détection des différents speakers, des différents interlocuteurs. Alors, on ne reconnaît pas les gens individuellement, bien sûr, mais on va dire, voilà, speaker 1, speaker 2, à nouveau speaker 1. Donc, s'il y a une conversation, vous pouvez la retranscrire fidèlement. Et puis, vous pouvez le faire avec des fichiers son
qui sont évidemment de bonne qualité, mais aussi de mauvaise qualité. Et spécifiquement, on supporte la qualité téléphonique, ce qui est extrêmement important parce qu'un des cas d'usage principaux de ce service, c'est de retranscrire des conversations clients dans des call centers. Okay, donc vous avez des milliers d'heures d'audio. Vous voulez retranscrire ces conversations parce que vous voulez faire de l'analytics dessus, vous voulez savoir pourquoi le client a appelé, quel était son problème, quel était le produit dont il a parlé, etc. etc. Et puis est-ce que, oui ou non, on a résolu son problème. Donc pour pouvoir faire ces analytics sur le texte, il faut bien pouvoir le retranscrire. Et donc il faut pouvoir supporter la qualité téléphonique qui est assez faible, mais pour autant le service fonctionne. Le dernier service de haut niveau dont je voudrais parler, c'est Comprehend. Donc, Comprehend, c'est un service de traitement du langage naturel qui va faire deux choses. Donc, d'abord, qui, à partir d'un unique document, va être capable d'extraire des entités. Donc, de quoi ça parle? Donc, les personnes, les sociétés, les noms de produits, les organisations, les lieux, etc. Les quantités, les dates, enfin, les éléments importants. Les phrases clés. Donc, quelles sont les phrases vraiment importantes qui sont dans ce texte? La détection de langage, on peut détecter 100 langages de manière très précise, y compris sur des textes assez courts. Et puis, bien sûr, l'analyse de sentiments, donc positif, négatif, neutre. Okay, donc, chacune de ces fonctionnalités se fait avec un appel d'API. Alors, voilà un petit exemple très rapide dans la console. On prend un texte. Bon, et donc, ce que vous voyez en bleu foncé, ce sont les organisations. En bleu clair, les quantités. En rose, les personnes, etc. etc. Okay, donc là, c'est juste une représentation visuelle, bien sûr. Vous récupérez un document de JSON avec toutes ces informations-là. Okay, et ça c'est du temps réel. Et puis le deuxième mode de fonctionnement de Comprehend, c'est ce qu'on appelle le topic modeling. Donc ça c'est quelque chose d'assez différent, qui est à partir d'une vaste collection de documents, comme par exemple celle du Washington Post, qui utilise Comprehend. À partir de cette collection de documents, qui peut contenir des dizaines de millions de documents, vous voulez construire des groupes. Vous voulez construire des groupes de documents, automatiquement. Donc le seul truc que vous dites à Comprehend, c'est voilà mes données dans S3, voilà mes documents, construis-moi 8 groupes, ou 10 groupes, ou 12 groupes de documents. Okay, et donc en analysant le contenu des articles, Comprehend va définir ce qu'on appelle des topics, donc des groupes de mots qui ont un lien entre eux, et donc va ensuite vous fournir un score pour chaque document par rapport à ces différents topics. Et l'avantage de ça, c'est qu'ensuite, vous pouvez accéder à votre contenu de manière rapide, c'est-à-dire vous pourriez dire donne-moi 10 documents qui ont un score de plus de 95% sur Stock Market, qui pourrait être un topic, et sur US Politics, qui pourrait être un autre topic. Et au lieu d'aller faire de la recherche full text, au lieu d'aller indexer des dizaines de téraoctets de documents, etc., vous pouvez vous contenter d'aller accéder juste les métadonnées, les topics qui ont été extraites par Comprehend, et qui vont représenter, enfin ça tient dans une feuille Excel, c'est très très compact. Donc c'est une façon différente d'indexer et d'accéder à son contenu. Alors, on pourrait faire une petite démo rapide. Mes collègues rentreront plus dans les détails tout à l'heure. Alors voilà mon idée. Moi j'aimerais construire un service qui est capable de lire des panneaux. Alors ça peut être des panneaux comme ça dans le métro ou des panneaux publicitaires dans la rue, qui est capable de détecter le texte, de détecter le langage et de le traduire dans différentes langues et de le parler. Ça c'est mon idée de start-up. Je pense que je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais je pense que ça peut vite valoir $1 milliard. Donc si vous êtes intéressé, moi aussi je recrute. Donc voilà. Donc détection de texte, traduction, etc. etc. Okay, alors ça a l'air compliqué quand même, parce qu'il y a du traitement d'image, il y a de la synthèse vocale, il y a beaucoup de choses, donc ça doit forcément être beaucoup de code. Alors on va regarder combien de code ça fait. Voilà, ça fait 33 lignes. Okay, 33 lignes de mauvais Python, que absolument tout le monde dans cette salle est capable d'écrire. Donc en gros, un appel d'API pour chaque truc. Donc un appel à Recognition Text pour extraire le texte, un à Comprehend pour détecter le langage, et puis ensuite Poly et Translate pour faire les différentes traductions. Okay, alors on va voir si ça marche quand même. We've been waiting. Hemos estado esperando. Estávamos esperando. Nous attendions. Wir haben gewartet. Voilà. 25 lignes de Python, merci.
25 lignes de Python qu'absolument tout le monde peut écrire et vous résolvez un problème qui, il y a quelques années, était vraiment de l'ordre de la... Alors, si ce n'est de la science-fiction, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, de la science-fiction, et même pour une grosse entreprise, même pour une grosse organisation, pour faire ça, il y a 3 ans, 4 ans, il fallait mobiliser des experts en deep learning, il fallait mobiliser des clusters, il fallait des datasets. Voilà, là, vous faites 10 appels d'API, vous réglez le problème. Et cette démo-là, à chaque fois, on me demande combien est-ce qu'elle coûte. Je suis incapable de vous le dire. Je pense que c'est des fractions de cents, puisque tous ces appels d'API, ils fonctionnent évidemment, ils sont en paiement à l'usage et on les tarifie généralement par paquet de 1000. Donc voilà, c'est quelques centimes par 1000. Donc bon, je ne suis même pas capable de vous donner le prix de la démo. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc ça, vous rentrez au bureau cet après-midi, vous voulez intégrer une voix dans votre appli, vous voulez intégrer de la reconnaissance d'image dans votre appli, ça va vous prendre 1 heure. Après, pour le déployer proprement, le tester, c'est autre chose. Mais l'intégration, c'est fait. Voilà, c'est 3 lignes de code et c'est terminé. Okay, donc, vraiment des services qui, quand je disais accessibles à tous, quel que soit le niveau de compétence, je pense que je n'ai pas exagéré. Alors, une fois de plus, Marc a une session cet après-midi sur ces services et il rentrera bien plus dans les détails, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Alors, on va descendre d'une couche. Maintenant, on va parler donc des services plateformes. Les services plateformes, ce sont des services qui vont vous permettre d'entraîner vos propres modèles, de travailler avec vos propres datasets, d'optimiser vos paramètres, etc., etc. Parce que Rekognition, Poly et compagnie, moi j'adore ces services, mais ça reste des services généralistes. Donc si vous voulez faire de la reconnaissance de tumeurs sur des images médicales, ou si vous voulez faire de la reconnaissance de produits très fines, comme on l'a vu avec Olivier tout à l'heure, reconnaître que voilà, cette chaussure grise et cette chaussure grise, finalement, elles sont dans la même famille. Bon, ce sont des problèmes plus spécifiques qui vont nécessiter un travail spécifique. Donc, vous ne pourrez pas les adresser avec Rekognition, par exemple. Donc, il faudra construire un modèle, il faudra avoir un dataset, il faudra de l'infrastructure, etc. Et pour les gens dans la salle qui font du machine learning, vous savez bien qu'il y a 2 grands problèmes quand on fait du machine learning. C'est nettoyer les données, ça c'est le premier problème. Donc ça en fait 3 en 1. Et puis le deuxième problème, c'est avoir suffisamment d'infrastructures pour pouvoir entraîner, réentraîner, réentraîner à volonté, tester des dizaines d'algos, des dizaines de modèles pour trouver la bonne solution. Et finalement, la partie machine learning pure devient, je ne vais pas dire négligeable, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas en temps passé, elle est certainement très minoritaire par rapport à la préparation des données et par rapport à la gestion de l'infrastructure, de training et de prédiction. Et donc, quand vous voulez faire du machine learning, il y a tous ces murs qui se dressent face à vous. Et l'objectif d'un service comme SageMaker, c'est de pulvériser ces murs-là et de permettre, une fois de plus, à des développeurs qui ne sont pas des experts en machine learning d'arriver à construire des modèles, à entraîner des modèles et à faire avancer leur application. Et bien sûr, si vous êtes un expert, si vous êtes pointu, que vous écrivez déjà du code, du TensorFlow, du MXNet, du PyTorch, etc., on veut aussi vous simplifier la vie en disant « Ok, prenez votre code, mettez-le sur SageMaker avec le minimum de modifications et vous allez pouvoir l'entraîner à l'échelle et vous allez pouvoir le déployer à l'échelle. Et quelle que soit l'échelle à laquelle vous fonctionnez, vous ne gérez plus le moindre serveur. » Okay, donc, je ne rentre pas dans les détails une fois de plus parce que j'ai vraiment une session complète cet après-midi. C'est la session qui fait mal à la tête. Donc, prenez un gros café avant et on rentrera dans les détails de SageMaker. On passera la majorité de la session dans du code et dans l'entraînement de modèles. Mais voilà, si vous devez garder une chose en tête, l'objectif de SageMaker, c'est vraiment de vous permettre de vous concentrer sur le machine learning, donc la sélection de l'algo, la sélection des paramètres, la préparation des données, etc., qui sont vraiment les tâches qui vont vous permettre d'arriver à un bon résultat, en vous libérant des tâches d'infrastructure, d'entraînement et de prédiction, et ce, quelle que soit l'échelle. Okay, donc c'est vraiment un service qui libère votre créativité et votre capacité à innover sur du machine learning. Alors, et dans la couche la plus basse, évidemment, on a la liberté complète de construire sa propre solution. Donc si vous voulez travailler complètement, on va dire, à l'extérieur de tout service managé, hein, si SageMaker, pour des raisons diverses et variées, ne vous convient pas, mais dites-moi pourquoi, ça m'intéresse, et que vous voulez travailler sur vos propres instances, bien sûr, vous pouvez le faire. Et donc,
Les deux familles d'instances qu'on vous recommande pour le machine learning et le deep learning, Werner les a mentionnés ce matin, sont alors d'une part la famille C5, donc C comme compute, 5, 5e génération. Donc, historiquement, c'est vraiment la famille d'instances qui dispose des processeurs Intel de dernière génération et même dans certains cas de processeurs custom pour AWS. Donc le maximum de puissance de calcul. Et cette famille C5, qui est sortie il y a quelques mois maintenant, dispose en particulier de l'architecture Skylake, qui est la dernière architecture Intel. Et dans cette architecture, on trouve un jeu d'instructions qui s'appelle AVX 512, qui est en gros un jeu d'instructions d'arithmétique 512 bits. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on fait du machine learning, du deep learning, et on fait beaucoup d'algèbre linéaire, on fait beaucoup de multiplication de matrices et de choses comme ça, et ça se parallélise bien. Donc si on a un jeu d'instructions hardware qui nous permet de paralléliser ces calculs, eh bien on a un speed-up qui est très significatif. Okay, donc vraiment, si vous travaillez avec des C4 aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas passer à C5. De manière générale, C5 a un rapport prix-performance bien supérieur aux générations antérieures. Et la deuxième famille d'instances très intéressante pour le deep learning en particulier à l'échelle, c'est la famille P3, donc famille de GPU destinée au machine learning, avec le NVIDIA V100, donc qui est le dernier monstre d'NVIDIA. Vous pouvez en avoir jusqu'à 8 dans le même serveur, ce qui vous donne des performances hardware qui sont juste délirantes. Enfin, on peut avoir un pétaflop dans une seule instance AWS. Alors, ça ne parle pas comme ça, forcément. Quand j'étais plus jeune, un pétaflop, c'était un super ordinateur gouvernemental enfermé dans un bunker. Et aujourd'hui, vous en démarrez un en 2 minutes. Et donc, vous avez une puissance de calcul, une puissance d'entraînement pour des datasets compliqués, d'images, de vidéos, etc., qui est inégalée. Okay, donc vraiment des monstres de guerre. En termes de logiciels, on essaie aussi de vous simplifier la vie, parce que c'est bien d'avoir des instances, c'est bien d'avoir de la puissance de calcul, mais pour ceux, une fois de plus, qui font déjà du machine learning et du deep learning, vous savez que l'installation des drivers NVIDIA, l'installation des différentes librairies de deep learning, etc., c'est pas toujours quelque chose de simple, surtout si on doit le faire régulièrement. Donc on a construit une AMI, donc une Amazon Machine Image, qui est le fichier qui sert à créer les machines virtuelles, spécialisée pour le deep learning. Voilà. Sans surprise, on l'a appelée la Deep Learning AMI. Alors, elle a plusieurs parfums. Il y en a une toute simple, il y en a une avec tout le code source de toutes les librairies, si vous voulez les recompiler, etc. Voilà. L'essentiel, c'est que si vous utilisez cette AMI qui est gratuite, vous ne payez que l'instance sous-jacente, vous démarrez une machine qui est prête une machine de dev ou une machine de prod qui est prête à fonctionner avec les dernières librairies installées, optimisées, etc. Et ça, c'est un petit benchmark qu'on a fait il y a quelques temps qui vous montre la performance d'entraînement de TensorFlow sur une instance C5. Dans 2 cas, alors les barres bleues, c'est la version de base de TensorFlow, donc c'est celle qui est dans les repositories externes. Okay. Donc vous voyez la performance pour différents réseaux à convolution, avec des noms barbares, mais ignorons-les. Et puis la barre orange, enfin les barres oranges, ce sont les mêmes performances avec la version de TensorFlow qui est incluse dans la Deep Learning AMI. Okay. Donc qui bénéficie d'optimisation hardware, le fameux jeu d'instructions AVX 512. Il est supporté par une librairie Intel qui s'appelle MKL, qui est une librairie d'accélération hardware qui va exploiter les Xeon au maximum, donc qui amène un speed-up important. Et puis on a aussi des optimisations faites par AWS. On a des équipes, on a des fameuses pizza teams qui travaillent exclusivement sur l'optimisation des perfs de ces librairies. Okay. Et donc vous voyez que ça donne, selon les cas, on est 5 à peut-être 7 fois plus rapide en training. Ça c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que si vous avez un gros dataset, au lieu d'entraîner en 7 heures, vous entraînez en 1 heure. Donc ça veut dire que en une journée de travail, vous pouvez itérer peut-être 4 fois, 5 fois, 6 fois, tester d'autres paramètres, tester d'autres combinaisons, tester d'autres variantes de votre dataset. Et donc, vous le savez, le machine learning, ce n'est pas juste un modèle, c'est des centaines de modèles pour arriver au bon résultat. Et avec ce genre d'accélération, vous arrivez plus vite au résultat. Et puis on s'est dit, bon, tout ça c'est bien, mais voilà, est-ce qu'on peut aller un cran plus loin? Est-ce qu'on peut inventer un truc rigolo qui va permettre aux développeurs d'apprendre le machine learning et le deep learning? Et à reInvent, donc l'année dernière,
on a annoncé Deep Lens. Il y en a une qui est cachée là et qui va marcher, j'en suis sûr. Et donc, il y a une session entière dédiée au machine learning at the edge avec Deep Lens. J'en dirai juste 2 mots. Donc, c'est une caméra, collaboration avec Intel là aussi, qui est suffisamment puissante pour traiter localement et exécuter localement des prédictions deep learning sur des flux vidéo. Rudy vous montrera ça tout à l'heure. Et donc, vous allez entraîner un modèle dans AWS, dans le cloud, donc dans SageMaker, hein, c'est le bon endroit pour le faire. Vous allez déployer ce modèle sur la caméra, et puis vous allez également déployer une fonction lambda, okay, un bout de code, qui va faire la prédiction en boucle infinie, qui va faire la prédiction sur le flux vidéo, okay, et puis qui va renvoyer le flux prédit. Alors ça donne quoi? Ça donne des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une photo de ma télé. J'étais en train de jouer avec Deep Lens et j'essaie d'expliquer le deep learning à mes enfants. Je suis un mauvais père, qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà, ils se plaindront plus tard. Et donc là, c'est un modèle de détection d'objets, okay, donc qui est en permanence sur le flux vidéo, essaie de détecter une vingtaine de classes d'objets. Donc c'est un petit peu petit, mais là on voit effectivement que la chaise ici est correctement détectée. Le sofa est correctement détecté. Alors mon laptop est détecté en TV Monitor, bon, il n'y a pas de classe laptop dans ce modèle, mais bon, c'est suffisamment près. Et puis mon fils et moi, on est détectés comme des personnes, ce qui fait toujours plaisir. Voilà, ça pourrait rassurer les gens qui pensent que je suis un hologramme. Et donc tout ça, ça se met en œuvre vraiment en 10 minutes. Voilà. Mais je ne veux pas dévoiler les secrets de fabrication. Rudy vous en dira beaucoup plus tout à l'heure. Ne ratez pas sa session. Donc voilà le tableau, voilà la photo de famille. Et on est presque à l'heure, c'est juste extraordinaire. Donc voilà la photo de famille, une couche de haut niveau, donc recognition vidéo, poly, transcribe. Alors Lex, qui est le service de chatbot dont je n'ai pas parlé, mais voilà, il fallait faire des choix dans cette session, ce sera pour une autre fois. Translate, donc traduction, et puis comprehend, traitement du langage naturel. Okay, donc vous avez vu ces services-là, en 2 minutes, eh bien, ils sont capables de fonctionner. Et puis ensuite, une couche de plateforme, donc avec SageMaker, donc qui vous permet d'entraîner des modèles à l'échelle, quelle que soit l'échelle, sans jamais avoir à gérer le moindre serveur. Et idem pour le déploiement. Deep Lens, donc un super gadget pour développeurs qui est disponible, que vous pouvez commander sur Amazon.com. Et puis au niveau le plus bas, pour ceux qui veulent vraiment contrôler parfaitement leur infrastructure et avoir la liberté totale de bâtir leur solution, des instances, donc C5, P3, etc., qui sont celles qu'on vous recommande. Et puis, une fois de plus, la Deep Learning EMI, qui vous libère de l'installation des drivers NVIDIA et de toutes ces librairies, et qui vous amène également, comme vous l'avez vu, pas mal d'optimisation de temps de training et de temps de prédiction, qui sont relativement appréciables. Pour aller un petit peu plus loin, voilà les quelques URL que je vous conseille. Donc évidemment le site de haut niveau sur AWS, où vous retrouverez des informations sur tous les services dont j'ai parlé, avec des références clients, avec pas mal d'infos. Le blog IA et Machine Learning d'AWS, donc avec plus technique, avec du code, des exemples, les nouveautés, etc., etc. Et puis si vous êtes vraiment accro au machine learning et au deep learning, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog sur Medium, où je poste régulièrement des articles sur SageMaker, les algos, le deep learning, etc. Et également sur YouTube, où j'ai au fil du temps maintenant une petite collection de présentations antérieures, qui vont pour certaines ressembler à celle-ci, pour d'autres être beaucoup plus techniques. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager ces liens et à continuer à apprendre. Je voudrais réinviter Marc sur scène. Merci beaucoup. Pardon, Olivier, excuse-moi. Julien Simon, c'est pareil, j'ai le même problème. Merci. Bravo. Merci beaucoup.